un problème cognitif et tout et tout. Ce que j'ignorais, peut-être que des gens plus proches du sport le savaient, c'est qu'il avait remis, comme plusieurs le font, là, son cerveau à la science pour qu'il soit étudié. Et donc, ce sont ces conclusions aujourd'hui que vous retrouvez dans le journal, et notamment le fait qu'au-delà de l'Alzheimer, en plus de l'Alzheimer, il avait une encéphalopathie traumatique chronique. Bon, on comprend traumatique, là, qui est donc issu de choc à la tête, de trauma. Pour en discuter, le docteur Louis Beaumont, professeur agrégé au département de chirurgie de l'Université de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, je pense qu'on a besoin d'un petit cours en partant sur l'ETC, l'encéphalopathie traumatique chronique. Bien, absolument. Écoutez, c'est une condition neurodégénérative, donc un peu comme la maladie d'Alzheimer, qui a des différences avec la maladie d'Alzheimer de plusieurs façons. Il y a des toxines qui s'accumulent dans le cerveau, dans des régions du cerveau qui, elles, entraînent souvent des problèmes de régulation des émotions, en plus d'avoir causé également de l'étirement des axones, qui sont les voies de communication dans le cerveau. Une fois que ça arrive, ben, ça va amener à des problèmes émotionnels, beaucoup, des problèmes comportementaux, mais également des problèmes de mémoire qui s'installent, surtout lorsque c'est combiné avec une maladie d'Alzheimer, qui, elle, affecte davantage la mémoire. Mm-hmm. Bon, les gens les plus vieux vont se souvenir d'Henri Richard qui jouait à une époque où on portait pas le casque. Il y a un gars qui jouait très, très, très intense, dit-on, avait pas peur d'aller dans un coin, était pas gros, se faisait embrasser d'autres, mais se faisait brasser. Pour un expert comme vous, est-ce qu'il y a le moindre doute que c'est lié à des commotions cérébrales? Bien, il n'y a pas vraiment de doute, considérant également qu'Henri Richard, on tend à l'oublier, mais il mesurait 5 pieds 7. Donc, à chaque fois qu'il se faisait frapper dans la bande, ben, on peut s'imaginer qu'il recevait l'épaule sur la tête et non d'épaule à épaule. Donc, ça a multiplié le nombre de coups qu'il a reçus à la tête. Chose très intéressante sur l'ETC, l'encéphalopathie dont on parlait tantôt, c'est que c'est davantage le nombre de coups à la tête que le nombre de commotions cérébrales qui seraient tributaires du développement de cette maladie-là. Vous voulez dire que même un plus petit coup à la tête, mais plus petit, un coup à la tête, mais qui ne génère pas une commotion cérébrale mesurable, a un effet sur cette maladie-là quand même? Absolument, exactement. Il y a même des cas d'ETC qui ont été développés sans jamais avoir subi de commotion cérébrale. C'est juste des milliers d'accumulations de coups à la tête qui vont se reproduire et qui vont entraîner ces déséquilibres-là dans le cerveau. Ouais. Comment on... Là, mettons de côté l'Alzheimer, quelqu'un qui n'aurait pas d'Alzheimer, comment on va se rendre compte, comment un médecin de famille, par exemple, va se rendre compte que la personne pourrait souffrir de ça, puis si on s'en rend compte, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Bien, effectivement, on va s'en rendre compte parce qu'il va avoir un historique quand même d'avoir été un athlète de haut niveau pendant des dizaines d'années. Et il va avoir des problèmes comportementaux qui vont s'ensuivre, bien souvent. C'est des gens qui vont avoir tendance à avoir des problèmes importants au plan de l'émotionnalité, au plan affectif aussi, ils sont plus prompts à développer de l'anxiété, de la dépression, une suicidalité également qui est importante. De sorte que le questionnement vient effectivement en post-mortem, on ne peut pas le faire, là. On ne peut pas le savoir de façon définitive, mais on peut avoir des très, très bons indices au plan clinique. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme la maladie d'Alzheimer, en fait, c'est une maladie neurodégénérative. Une fois qu'elle se déclenche, une fois qu'on voit les symptômes, le cerveau est déjà très, très endommagé. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire jusqu'à là. Il n'y a pas de miracle à faire, non, exactement. On parle que de constater. J'élargis, mais c'est utile pour vous, c'est heureux là, qu'un homme comme lui ait décidé, avant son décès, là, de rendre son cerveau disponible à la science? Très, très utile parce que c'est un nouveau syndrome. Hein. On doit faire davantage d'études. Aux États-Unis, il y a à peu près 200 quelques cerveaux qui ont été accumulés à travers les années là, sur des anciens athlètes qui ont donné leur cerveau et qui ont développé le TC. Maintenant, au Canada, par la biobanque du Douglas, on est capable d'avoir davantage de cerveaux. On va venir à mieux comprendre la pathologie et éventuellement mener probablement à des traitements qui vont être possibles chez ces personnes-là. Une des particularités de l'ETC, c'est qu'on peut le développer en très, très jeune âge. Donc, dans la quarantaine, il y a des athlètes qui l'ont eu. Le cas le plus jeune, en fait, c'est à l'âge de 22 ans. Il y avait un athlète qui avait des symptômes d'ETC qui débutaient déjà et qui mène à une vie vraiment de misère, une vie très, très, très difficile là, pour eux. Donc, il y a moyen d'intervenir également en réduisant les symptômes d'anxiété et de dépression avec des traitements plus classiques. Réduire les symptômes émotionnels également. Mais est-ce qu'on peut régler le problème à l'heure actuelle? Non. La pathologie étant neurodégénérative. Est-ce que le port du casque change quelque chose? Parce que
sais, on dit, par exemple, les commotions cérébrales, on dit souvent, c'est pas le coup à la tête, là, c'est la boule de moelle en dedans, le cerveau lui-même qui cogne contre les parois osseuses. Même si c'est un casque, si tu vis un choc trop dur, c'est à l'interne que ça se passe. Est-ce que c'est pareil pour l'ETC ou est-ce que le port du casque peut faire une différence? Les meilleurs casques de hockey, en fait, qui sont pas bons, en fait, il n'y a aucun casque qui se qualifie pour être vraiment un bon casque de hockey, vont absorber à peu près 20% du coût. Donc, il y a une certaine utilité, certainement, mais c'est de l'ordre de 20%. Comme vous dites, vous avez totalement raison. C'est que le problème, c'est que le cerveau baigne dans du liquide, puis il se déplace à une vitesse différente de la boîte crânienne, donc de notre crâne, de sorte que le cerveau va aller se cogner contre la boîte crânienne. Je pense que il faut améliorer certainement l'entraînement des joueurs. Dans les années 50-60, les joueurs étaient moins bien entraînés qu'aujourd'hui au plan du cou, notamment. Donc, on sait qu'on doit renforcer la musculature du cou pour mieux résister au coup. Autrement de ça, je pense qu'il faut réduire les contacts à la tête le plus possible dans les sports de contact. Dernière petite question, peut-être plus délicate, mais si des membres de sa famille, aujourd'hui, ses enfants ou autres, relisent à propos de la maladie, est-ce qu'ils risquent de reconnaître des éléments, de dire, des problèmes de caractère ou des choses que dans le privé, ils se rendaient compte de son comportement? Est-ce qu'il est possible qu'ils disent, OK, qu'ils aient des explications pour des choses qu'ils ont vécues? Absolument. C'est certain. Lorsqu'on va voir l'accumulation de la protéine, qui est la toxine dans les régions du cerveau qui sont propices à l'ETC, qui disent que c'est de l'ETC dans le fond, on sait que ça vient avec des problèmes comportementaux. Donc, probablement qu'ils vont reconnaître chez leurs proches que les comportements inadaptés de leurs parents étaient liés à le développement de cette maladie-là. Ouais. Professeur de Beaumont, merci beaucoup d'avoir été là. Vous nous avez éclairé, simplifié.